Depuis 2000, la hausse significative de la scolarisation au primaire a profité dans une large mesure aux filles dans de nombreux pays, notamment en Afrique subsaharienne. Selon le dernier rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous, en 2015, 17 pays d'Afrique subsaharienne sur 117 pays dans le monde ont atteint la parité au primaire. Quel impact de l'éducation de la jeune fille sur le développement du continent? C'est à cette question que nous tenterons de répondre dans cette émission. Bienvenue à tous dans le Talk Afrique. Et justement pour en parler, nous recevons Madame Julie Koné. Elle est présidente du CEFSI, qui est le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire. Et par la même occasion, elle est présidente du groupe sectoriel Femmes et Genre de l'ECOSOC de l'UA. L'Union africaine. Bienvenue, madame. Merci, M. Goumon. L'ECOSOC, qu'est-ce que c'est? C'est le Conseil économique et social de l'Union africaine. C'est une institution qui est née au sein de l'Union africaine pour parler de toutes les thématiques. Nous adressons nos préoccupations au président de la Commission de l'Union africaine. Donc, c'est un groupe de tous les pays. Chaque pays peut être représenté par 2 membres. Ça se fait sur appel à candidature. Donc, toutes les ONG, tous les mondes de la société civile sont invités à postuler. Et voilà. Ok, très bien. Avec vous, nous verrons tout à l'heure l'éducation de la jeune fille, son impact sur le développement. Et nous sommes en compagnie également de M. Célestin Do, lui, il est chargé de l'éducation à l'ONG EIA, qui est enseignant d'ici et d'ailleurs. Et il est par la même occasion spécialiste de l'éducation inclusive. Bienvenue, M. Célestin Do. Bonjour. Parlons brièvement de l'ONG EIA, enseignant d'ici et d'ailleurs. Quelles sont vos missions? C'est une organisation non gouvernementale, EIA, enseignant d'ici et d'ailleurs, donc une organisation active en matière d'éducation, en matière d'environnement, en matière de droits humains également. Donc nous œuvrons pour l'accès et le maintien et l'achèvement aussi des personnes, de toutes les personnes. Est-ce que le CEFSI a un rapport avec l'éducation de la jeune fille? Bien sûr. Le CEFSI, comme je l'ai dit, c'est le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire. Et quand on parle de démocratie et de droit, il y a le droit à l'éducation. Et évidemment, le CEFSI travaille sur la thématique de l'éducation des jeunes filles, l'éducation de la femme, le renforcement des capacités. Nous travaillons aussi pour un accès de la femme aux postes politiques, mais surtout aussi dans l'éducation, où nous avons plusieurs projets dans le cadre du maintien de la petite fille à l'école. D'accord, et on va en parler au cours de cette émission. Entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Quel est l'état des lieux quand on parle d'éducation de la jeune fille en Afrique? Monsieur Do. Le tableau, il est quelque peu sombre. Dans votre introduction, vous avez dit qu'au bilan de l'éducation pour tous, il n'y a que 17 pays qui ont pu atteindre la parité. Les autres, donc, n'ont pas pu équilibrer, n'ont pas pu atteindre les chiffres où il y a autant de filles que de garçons qui vont à l'école. Donc, le tableau, c'est que on constate globalement qu'il y a moins de filles en âge d'aller à l'école qui y vont effectivement ou qui y restent. C'est là, c'est ainsi le tableau. D'accord, très bien. Maintenant, de façon concrète, vous qui êtes des membres d'ONG, qui posez des actions de terrain, quel est le constat que vous avez fait sur le terrain? Bien avant d'arriver sur le terrain, nous pouvons dire, selon les chiffres que nous avons, sur 113 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'enseignement primaire en Afrique, 60% sont des filles. Dans l'enseignement secondaire, il y a 36% de filles contre 64% de garçons. Donc, vous voyez que ça commence à baisser. Et dans l'enseignement supérieur, 17% de filles. Pour dire que, d'abord, il y a déjà une disproportion au niveau du fait de mettre la petite fille à l'école. Mais ensuite, quand la fille est dans le cursus scolaire, elle est sortie de l'école de manière précoce. Et le constat que nous faisons en Côte d'Ivoire, dans l'Afrique subsaharienne et dans toute l'Afrique, nous voyons qu'il y a quelques efforts qui ont été faits pour mettre la petite fille autant que le petit garçon à l'école. Malheureusement, cette petite fille est souvent sortie du cursus scolaire contre son gré. Et parfois sans savoir même que c'est contre son gré, parce que souvent elle pense qu'elle est consentante. Mais en réalité, nous devons mettre toutes sortes de mécanismes pour faire en sorte que la petite fille, autant que le petit garçon, puisse aller loin à l'école, parce qu'il y va du développement de notre pays, de notre Afrique. Monsieur Do, revenons sur les raisons qui militent, on dirait, en défaveur de cette déscolarisation des jeunes filles. Pourquoi en Afrique aujourd'hui, les jeunes filles, on dirait, sont de moins en moins scolarisées? Oui. La principale raison, elle est liée aux pesanteurs socio-culturelles, en fait. C'est-à-dire que les filles, dans ce que nous avons hérité des parents, dans ce que nous avons dans nos croyances, dans nos cultures, la fille est préparée pour devenir femme. Donc pour être à la maison, c'est la maman, c'est la mère, la future mère. Et donc on la prépare pour ça. De telle sorte que investir dans son éducation
on se dit même que bon, c'est un investissement à perte. Parce que quand elle va avoir une situation, ou bien quand elle va atteindre l'âge du mariage, elle va aller se marier dans une autre famille, elle va aller ailleurs, c'est un investissement à perte. Et donc, certaines croyances disent aussi que quand la fille va à l'école, quand elle a une situation, elle se concentre, elle délaisse ses parents. Mais la réalité est autre. La réalité est vraiment tout à fait contraire. Les filles, elles prennent beaucoup plus soin de leur famille quand elles réussissent. Donc il y a la pesanteur socio-culturelle. Mais ça c'est l'accès. Mais pour le maintien, elle dit bon, elle n'y reste pas, c'est aussi une paire de manches. Les violences, ce qu'on appelle dans le jargon, les VGMS, violences de genre en milieu scolaire. Donc, violence physique, violence psychologique, violence fondée sur le sexe, les harcèlements sexuels et tout ça font que les enfants ne restent pas à l'école. Elles y vont et elles ne restent pas. On en connaît, elle a pu donner des chiffres. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce sont des chiffres, des statistiques récentes, vous mettez 100 filles à l'école. Au CM2 déjà, en fin du primaire, il y a déjà au moins un cas qui est resté dans le circuit. Il y a des perditions comme ça. Et en fin du premier cycle du secondaire, il y a déjà un tiers. Et donc, jusqu'à ce que vous arriviez en terminale, vous apercevez qu'il n'y a que 20% qui sont encore là. Donc, elles vont à l'école, mais elles n'y restent pas. D'accord, très bien. Toujours sur les raisons pour lesquelles les parents en Afrique scolarisent de moins en moins les jeunes filles. Nous pensons qu'il y a 3 types de raisons, 3 types de facteurs. Les facteurs socio-culturels, les facteurs économiques et les facteurs institutionnels. Parlons des facteurs socio-culturels. Nous voyons que la fille est considérée comme le gagne-pain. Donc du coup, le mariage précoce, ça consiste à une maternité dynamique et puis ça permet aussi à la femme de s'occuper de son foyer et d'être soumise et à son mari et à ses parents. Parce qu'on estime que l'école, ça donne une ouverture d'esprit et ça pourrait permettre à la femme d'être moins soumise. Pourtant, selon les pesanteurs socio-culturelles, une femme africaine devrait être soumise. Ça, c'est l'une des raisons. Entre autres, les raisons économiques, la fille est considérée comme un soutien pour la famille, de sorte que lorsque vous avez une fille, on se dit qu'elle va aider la maman au marché, elle va faire rentrer de l'argent très tôt. On n'a pas envie de la laisser poursuivre les études, de la laisser partir plus loin pour amener cet argent-là. Et enfin, il y a les facteurs institutionnels. Malgré la ratification de la CEDEF, c'est-à-dire la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, qui a été ratifiée par plusieurs États, les États encore peinent à faire en sorte que hommes et femmes aient les mêmes droits et faire en sorte que les petites filles, autant que les petits garçons, partent à l'école. Donc nous pensons que c'est à peu près ces 3 facteurs-là. Donc ça va de tous les ordres. De la question socio-culturelle jusqu'à la question institutionnelle. Donc tout le monde a son mot à dire. Au niveau de la question institutionnelle, je voudrais qu'on voit un peu, sans forcément citer des pays, les actions qui sont menées en termes de politique, d'éducation prises, qui prennent en compte les jeunes filles, vous qui êtes enseignant. Certains pays, heureusement, si on est arrivé jusqu'à 17 pays qui ont atteint la parité, certains pays, heureusement, comme la Côte d'Ivoire, ont pu se doter de plans stratégiques d'éducation des filles. La Côte d'Ivoire a un plan, le Mali, je crois, en a aussi. Certains pays ont pu se doter d'un plan stratégique, un ensemble d'actions à mener pour accélérer l'éducation des filles, le soutenir, etc. Et puis, quand on dit l'éducation, c'est donc l'accès, le maintien, l'achèvement et tout ça. Donc, il y a aussi il y a la politique, donc c'est une question de politique. Mais il faut augmenter l'offre scolaire. J'ai pu dire que les enfants, une fille peut quitter son école parce que, par exemple, les sanitaires, les toilettes filles et garçons ne sont pas séparées, ou bien il n'y a pas de toilettes. Si les filles et les garçons vont dans les mêmes toilettes, pour ça, elles ne se sentent pas en sécurité, elles peuvent quitter l'école. Et donc, ça augmente les déperditions. Ouais. Donc, au plan institutionnel, il y a la politique, mais une chose est d'avoir un plan, une autre est de pouvoir le financer et de le mettre en œuvre. D'accord, quelque chose à ajouter à ce niveau? C'est bien cela, le manque de latrines pour les filles, les stéréotypes qui font que les petits garçons, même les index, elles ont l'impression qu'elles sont un peu marginalisées. Parfois, les filles ont des besoins physiologiques. Vous savez par exemple que chaque mois, la petite fille peut avoir ses menstrues. C'est qui, si jamais les conditions ne sont pas réunies pour qu'elle puisse se mettre à l'aise, elle pourra être discriminée dès le départ et puis avoir peur d'aller à l'école. On a aussi des douleurs qui peuvent accompagner tous ces facteurs-là. Et donc, ça va dans le même sens que ce qu'il a dit. D'accord. Voyons ensemble les bénéfices de scolariser
les jeunes filles, puisque nous parlons de l'impact sur le développement et qu'il y a encore des personnes, des parents, des personnes dans les zones reculées qui ne trouvent toujours pas le bénéfice de le faire et qui prennent comme argument manque de moyens. Quel est le bénéfice de scolariser une jeune fille? Quelqu'un a pu dire que celui qui éduque une fille éduque une nation. Et moi, je pense que tout est résumé dans cette phrase. Si une fille a eu le privilège, enfin, c'est pas un privilège, vraiment, je renonce à ce mot, je rejette ce mot, ce n'est pas un privilège, a eu la chance d'avoir bénéficié de son droit à l'éducation. Donc, quand une fille va à l'école, quand elle atteint un certain niveau, elle acquiert par cela le minimum de connaissances qui vont lui permettre d'abord, qui vont profiter à elle-même, sa famille qu'elle va fonder, à sa famille biologique, à l'État, à sa nation. Elle saura par exemple qu'il faut planifier les naissances, il faut en faire plus ou en faire moins à tel ou tel endroit. Elle saura même par exemple que les questions sanitaires, par exemple, le minimum sanitaire. Son enfant a de la fièvre, mon enfant a de la fièvre, le réflexe c'est de l'envoyer à l'hôpital. Généralement, la différence se fait entre ceux qui étaient à l'école et ceux qui n'y ont pas été du tout. Donc, si elle, en allant à l'école, elle a acquis un certain nombre de compétences qui peuvent profiter à la nation. Parce que tous les éléments que vous citez font partie des modules de formation. À l'école, il y a des enseignants. Oui, parce qu'à l'école, les contenus, les programmes permettent aux enfants d'acquérir ces compétences-là. Toujours au niveau des bénéfices, Madame Kony. Les bénéfices. Je me permets de citer une dame que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup, qui a dit ceci: la capacité à lire, écrire et analyser, la confiance nécessaire pour pouvoir défendre ses droits et exiger justice et égalité, les compétences et les relations qui ouvrent des portes et permettent à chacun de trouver sa place dans la société. Tout cela commence par l'éducation. Ça vient de Michelle Obama, pour dire que tout est résumé ici. C'est-à-dire qu'une femme qui est éduquée, une femme qui allait à l'école, qui connaît son corps, qui connaît ses droits, qui sait qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire, est plus à même d'affronter les réalités de la vie. Et nous pensons que les effets positifs même ne peuvent pas être quantifiés. Il y en a tellement. Parce qu'une femme qui est éduquée pourra mieux s'occuper de ses enfants, pourra faire en sorte que ses enfants puissent aller le plus loin possible à l'école, filles comme garçons. Il y a certaines personnes qui disent bon, la femme, il faut qu'elle se marie vite, il faut qu'elle fasse ses enfants, parce que l'un des freins même pour mettre les femmes à l'école, c'est que les femmes qui vont à l'école ne font pas vite des enfants, et en même temps, elles ne se marient pas vite, et parfois elles ne trouvent pas de mari. C'est relatif. C'est relatif pourquoi? Parce qu'une femme qui allait à l'école, qui fait son enfant à 30 ans, par rapport à une femme qui a fait son enfant à 20 ans ou 17 ans qui n'est pas allée à l'école. Celle qui a fait son enfant un peu plus tôt ne sait même pas comment tenir un enfant. Ne sait même pas quelles sont les règles basiques d'hygiène pour s'occuper bien de l'enfant. Ça, c'est au niveau de l'hygiène, pour faire en sorte que l'enfant puisse grandir correctement et avoir les éléments nutritifs nécessaires même pour sa croissance. C'est le b.a.-ba. Mais ensuite, quand on va parler de l'éducation même de l'enfant, la fille qui a 17 ans n'a même pas encore fini de grandir, c'est encore une petite fille. C'est-à-dire, elle sort juste de l'adolescence. Donc, il sera difficile pour elle-même d'abord de s'assumer avant d'essayer d'assumer le petit. Du coup, celle qui a 30 ans connaît mieux son corps, dispose de moyens financiers nécessaires pour s'occuper de son enfant, pour donner ce dont son enfant a besoin. Parce qu'en même temps, il ne s'agit pas de faire des enfants pour en faire. Il faut pouvoir s'en occuper. Il faut faire en sorte que ses enfants soient épanouis. Donc, du coup, une femme qui allait à l'école, une femme qui peut s'autosuffire, surtout après, parce que l'école aussi, c'est la base pour s'autosuffire. Ça pourrait être un bon début. Si on scolarise tout le monde, ça sera plus facile pour des femmes, même si elles doivent faire du commerce plus tard, de bien mener leur commerce. Donc, du coup, il y a toujours des effets positifs et les effets positifs ne sont même pas à quantifier. Revenons sur les causes ou les facteurs qui empêchent les jeunes filles qui ont commencé le cycle primaire d'accéder à l'université. Par exemple, vous avez évoqué les violences en milieu scolaire, mais il y a aussi les grossesses en milieu scolaire qui sont devenues maintenant monnaie courante. Tout ça c'est lié. Les grossesses qui généralement sont les effets des violences, de l'abus sexuel et autres, harcèlement sexuel et autres. Les mariés, bon, l'enfant va à l'école, la petite fille à l'école. Nous avons pu adresser une question comme ça là-dessus. Les parents n'hésitent pas à prendre la fille pour aller la marier, par exemple. On peut l'enlever là pour aller la marier. Et qui dit mariage dit grossesse. Et là-dessus, vous êtes loin d'imaginer jusqu'où les parents peuvent aller, certaines personnes peuvent aller pour atteindre leur but. Nous avons pu adresser une question où la petite fille, très brillante à l'école, elle avait 16 ans par là, son père voulait la marier.
Et donc, l'a promise à une personne. Quand le phénomène a éclaté, donc la petite fille a pu s'adresser, a pu signaler ça, elle a pu signaler la situation. Et donc quand les structures, les ONG et autres ont commencé à se mobiliser, les unes accent la démarche sur le fait qu'elle est mineure. Pendant les vacances scolaires, le père allait lui faire un nouvel extrait de naissance où elle avait maintenant 20 ans, pour dire qu'elle n'est plus mineure. Donc vous êtes loin d'imaginer jusqu'où ils peuvent aller. Donc il faut, les causes, donc c'est les grossesses, les violences, les harcèlements, et ce n'est pas seulement à l'intérieur de l'école. Souvent, quand on parle de harcèlement sexuel et violence sexuelle, tout le monde a les regards fixés vers les enseignants. Oui, c'est déjà très grave pour un enseignant d'avoir ce genre de rapport avec une élève. Mais bien souvent, ce ne sont pas toujours les enseignants. Ce sont les raisons économiques qu'a évoqué Mme Koné. Les petits plombiers, tous les gens de métier, ceux qui peuvent lui donner 500 ou 1000 francs pour qu'elle n'ait pas faim, toutes ces personnes peuvent devenir ses maris. Nous avons pu adresser une autre question où, dans une localité que je n'ai pas nommée ici sur le plateau, mais c'est en Côte d'Ivoire, dans une localité où un enfant dont le père avait un peu plus de moyens et avait une maison en ville. Donc quand les enfants en entrée en 6e, ils viennent en ville, au collège. Lui, il avait une maison de plusieurs pièces, donc il a hébergé plusieurs autres filles. Mais ce sont ses femmes. Il les a toutes mises enceintes. Leur tuteur là, le dessin, l'élève, il les a toutes mises enceintes. Ouais. Donc il y a tout ça. Il faut chercher, comme l'a dit Mme Koné, chacun son mot à dire. Les raisons sont nombreuses. Les grossesses, les violences sur le chemin de l'école, à l'intérieur de l'école, aux abords de l'école et tout ça. Les réalités évoquées, est-ce qu'elles sont les mêmes dans les zones urbaines que dans les zones rurales, ou quelle est la différence? Il y a une grande différence. C'est vrai qu'en zone urbaine, les parents, la plupart du temps, ont quand même un œil sur leurs enfants. Donc la problématique, c'est parfois la fille même qui se décourage. Mais en zone rurale surtout, par exemple, nous, le CEFSI, nous travaillons au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, où nous avons un projet depuis 4 ans, nous sommes à la 5e édition maintenant, pour le maintien de la petite fille à l'école. Ce projet consiste à faire en sorte d'avoir des filles modèles, de recruter des filles sur 2 critères. Les 2 critères, le premier critère, c'est la vulnérabilité, parce qu'elles viennent de familles défavorisées. Le deuxième critère, c'est le potentiel. Donc nous avons commencé en 6e et nous avons vu pour les résultats, la première année que nous avons commencé, nous avons vu les résultats du CEP, celles qui avaient de bonnes moyennes, qui avaient plus de 12 moyennes et qui avaient perdu un parent ou qui venaient de villages voisins, parce que le lycée est dans le département, mais tous les villages voisins ont leurs enfants qui viennent au lycée. Et parfois, ces filles-là, quand elles viennent dans le département, elles sont livrées à elles-mêmes. Ouais. Livrées à elles-mêmes. Et l'étude que nous avons faite il y a 6 ans nous a montré que les grossesses, l'une des raisons pour lesquelles les filles étaient sorties de l'école au lycée, c'était des grossesses précoces. Mais les grossesses venaient de qui? Qui étaient les auteurs? C'était les plombiers, le ferronnier, le boucher. Il y a 2 histoires qui nous ont épatés parce que c'était un boucher qui avait de la viande. Ce sont des filles qui sont vulnérables parce qu'il avait de la viande et chaque soir, il lui donne de la viande. Donc, et les 2 filles étaient enceintes dans le même établissement. Du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces filles-là? C'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de moyens au CEFSI. Nous appelons toutes les personnes de bonne volonté à nous aider parce que nous avons mis en place un partenariat sud-sud où on a demandé à certains parrains et marraines, vous savez, voici la situation de ces jeunes filles-là. Ce que nous vous proposons, c'est de parrainer une fille. Et ça a commencé quand on a commencé par 10 jeunes filles, mais les résultats sont extraordinaires. Ouais. Parce que ces filles-là vont de 15 à 17 de moyenne. Quelques-unes ont 14 de moyenne, mais ce sont des filles qui sont les premières de l'établissement. Et l'an dernier, nous avons fait une distribution de prix. Et en fin de compte, le proviseur il nous a dit, mais vos filles sont les meilleures de l'établissement. C'est pour dire qu'il faut un accompagnement. Nous, à terme, ce qu'on veut faire, c'est de faire un foyer des jeunes filles au niveau de ce département. Je vais le citer, c'est le département de Niakara dans lequel nous travaillons. Mais si on a un foyer de jeunes filles, au moins les filles qui vont venir des villages seront au moins mises ensemble, auront les mêmes objectifs. J'ai un exemple qui est le mien. Moi, j'ai fait le lycée jeune fille Sainte-Marie. Donc, du coup, on était à l'internat et on avait des repères. On avait les anciennes du lycée qui venaient nous voir. Et donc, de la 6e à la terminale, on ne se sentait pas distraite par un petit ferronnier ou un petit garçon. On voyait plus loin. Donc vous avez des repères, des modèles. Des modèles. Et donc, ce qu'on veut faire pour ces jeunes filles-là, de leur montrer des modèles. Nous avons déjà commencé un document sur ce qu'ont 2 femmes
pour les 52 semaines de l'année, faire en sorte que ce sont des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. C'est un peu ce que nous avons proposé. Pour montrer qu'il y a des modèles qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne voit pas à la télévision, mais des femmes qui sont allées à l'école, qui ont connu des avances de petits copains à l'âge de 13 ans, 14 ans, mais qui ont pu s'en sortir, qui ont pu faire en sorte qu'aujourd'hui, elles sont des femmes capables sur lesquelles on peut s'appuyer. Et il y a beaucoup de femmes de Sainte-Marie qui font partie de ces 52 femmes, mais on a d'autres femmes aussi qu'on a vues qui viennent de milieux défavorisés, mais qui ont pu prouver que le milieu n'est pas le handicap. Le handicap, c'est ce que nous pensons de nous-mêmes. C'est faire en sorte que nous-mêmes, nous ayons foi en nous-mêmes. Et nous, ce que nous voulons faire pour ces jeunes filles, c'est forger leur morale. Et à terme, ce que nous voulons faire, c'est étendre cela à plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, faire en sorte que dans toutes les régions, il y ait des foyers. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des politiques de mettre les enfants à l'école. Il faut aussi rapprocher l'école des populations et faire en sorte que les enfants soient dans un environnement stable et assez sécurisé pour leur permettre de partir à l'école. Au niveau de l'ONG enseignants d'ici et d'ailleurs vos initiatives ou ce que vous entendez faire pour renforcer l'accès des jeunes filles à l'école. Oui. J'avais parlé donc de sensibilisation des personnes. Il faut donner l'information, il faut donner la bonne information. Et par exemple, vous voyez, quand un pays se dote d'un plan d'action, un plan de scolarisation des filles, s'il est vulgarisé, le plan a été élaboré. Toutes les structures devaient s'en approprier. L'ONG enseignants d'ici d'ailleurs a pu puiser dans le plan stratégique les actions qu'elle pourrait mener, l'action de sensibilisation. Le plan n'est pas financé, mais chacun y regarde et prend une partie qu'il essaie de mettre en œuvre. Nous faisons beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'informations. Et l'initiative de donner les modèles, et de présenter un modèle est vraiment très efficace. Nous le faisons aussi. Parce que autant les parents que les enfants eux-mêmes. Vous interrogez des enfants dans un établissement secondaire ou même primaire, ils ne savent même pas à qui ils veulent ressembler. Ils veulent ressembler à ce qu'ils voient à la télé. Mais ce que vous voyez à la télé, c'est qui? Or, si vous leur montrez une personne qui est partie de rien et qui était aussi fille comme une fille ou bien même un garçon, une fille donc qui n'avait pas grand moyen et qui a pu atteindre un certain niveau, les enfants pourraient se dire « Ah, moi aussi je peux y arriver. » Ouais. Et ça, c'est ce que nous faisons. Donc, c'est l'éducation par les pairs. Il y a l'éducation par les pairs, l'éducation par le modèle. Je voudrais maintenant qu'on situe la responsabilité des autres acteurs du système éducatif. Il y a peut-être, on a parlé des jeunes filles elles-mêmes, qui sont vulnérables. Il y a les parents, il y a les enseignants, il y a aussi les gouvernants. Situons à quel niveau chacun doit prendre ses responsabilités. Au niveau des gouvernants, par exemple, c'est là, parce que c'est une question de politique. Il faut une politique claire en faveur de l'éducation des filles. Une politique claire, clairement définie. En Côte d'Ivoire, par exemple, certaines actions sont menées. Quand un problème est mis à nu, une action est initiée pour résoudre le problème. Par exemple, la Côte d'Ivoire a pu se doter d'un code. Un code portant, c'est un arrêté portant code de conduite des personnels de l'éducation. C'est-à-dire qu'un arrêté où on dit, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Si vous faites ceci à l'endroit d'un enfant, pensez que vous arrivez. Les violences physiques, les violences... Donc, il y a ce code. Il n'y a pas une initiative. Les collèges de proximité, par exemple. C'est une initiative, parce que quand nous constatons que les enfants, les filles sont de plus en plus vulnérables quand elles sont plus loin, quand elles sont de plus en plus loin de leur famille. Donc, il faut rapprocher l'école de la maison. C'est ainsi que les collèges de proximité, donc, les sensibilisations, les plaidoyers ont permis d'aboutir à l'idée de construire des collèges dans les villages, dans les plus gros villages, pour que l'école soit plus proche des enfants. D'accord. La responsabilité des parents d'élèves. Des parents d'élèves, c'est le suivi de leurs enfants. Il ne s'agit pas de mettre son enfant à l'école et de penser que tout est terminé. Il faut suivre cet enfant. C'est tout un suivi. Moi, je connais des parents qui n'étaient pas allés à l'école, mais qui se préoccupaient de ce que les enfants avaient fait en classe. Au moins, vous voyez l'enfant qui est en train d'étudier. Il faut que les parents aussi prennent leurs responsabilités. C'est vrai qu'on va parler de l'État. L'État va construire des cantines, va faire en sorte que les enfants puissent se sentir en sécurité. Mais à côté de cela, il faut que le parent lui-même sache que l'école, ce n'est pas qu'un investissement, mais c'est le plus beau cadeau qu'il peut offrir à son enfant. Il ne s'agit pas de donner seulement des vêtements, des chaussures et tout, mais l'éducation, c'est la base pour que l'enfant puisse demain s'autosuffire, puisse être indépendant demain, puisse être épanoui demain. Donc, c'est le suivi des parents. Et puis, de regarder leurs enfants.
Parce que vous savez, les parents ont tendance à penser que quand ils achètent les fournitures, quand ils ont fait en sorte de faire l'inscription de l'enfant, c'est tout. Non. Largement suffisant. C'est pas suffisant. Il faut un suivi. Il faut regarder ce que l'enfant fait à l'école. Je veux dire que ce soit le père ou la mère ou les deux ensemble. Si jamais l'un n'a pas le temps, il faut que l'autre puisse se saisir de la question et faire le suivi de ses enfants. Nous avons vu par exemple que la plupart des parents qu'on a trouvés intransigeants et méchants en griffe quand on était petit ont vu leurs enfants réussir. Pourquoi? Absolument. Parce que ceux qui semblaient méchants, c'est parce qu'ils étaient plutôt gentils pour leurs enfants. À force de se dire gentils et de laisser faire tout cela, vous avez des enfants qui n'ont pas de bonnes bases, qui ne savent pas affronter la vie, qui se découragent pour rien. Pourtant, comme vous avez été dur dès le départ, il ne s'agit pas de battre l'enfant, de violenter l'enfant, mais il s'agit de lui donner des rudiments et de faire en sorte que cet enfant-là puisse être quelqu'un de demain. Comme le dirait une dame que j'apprécie beaucoup aussi, il faut élever son enfant comme s'il était orphelin. Il ne faut pas vouloir trop dorloter cet enfant. Ça, c'est pour les parents qui sont en ville. Il ne s'agit pas de toujours excuser cet enfant-là. Oui. Non, lui, c'est comme ça qu'il parle. Un enfant, il doit être poli. Il faut qu'il respecte ses enseignants. Il faut qu'il respecte les grandes personnes. Et c'est dès le bas âge qu'on inculque cela aux enfants. Nous, les parents, nous sommes responsables et nous devons jouer notre part dans l'éducation de nos enfants. Il y a un post qui passait sur Facebook où on disait c'est à la maison que l'enfant doit apprendre à dire bonjour, à dire merci, à dire s'il te plaît. C'est pas à l'école. À l'école, nous lui apprenons les mathématiques, les physiques et tout ça. Donc l'éducation commence d'abord à la maison et l'école vient pour corroborer tout ce qu'on a déjà fait à la maison. Merci Madame Julie Koné, présidente du CEFSI, qui est le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire. Merci également à Monsieur Célestin Do, chargé de l'éducation à l'ONG Enseignants d'ici et d'ailleurs. Avec vous, Madame, Monsieur, nous avons parlé de l'éducation de la jeune fille, impact sur le développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.